bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il est dans l'actualité, en tout cas sa mission est dans l'actualité. Julien Cardoncuff, le sous-préfet en charge de la lutte contre l'immigration clandestine. Julien, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on a eu sur ce même plateau Annick Girardin qui est venue nous expliquer effectivement les nouvelles dispositions pour la lutte contre l'immigration clandestine, avec plus d'intercepteurs, plus de moyens, plus d'hommes. Vous allez être à la tête d'une véritable petite armée là. Je pense c'est pas vraiment le terme d'une armée, mais en tout cas on change de dimension par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent. Là, hein. Exactement, c'était l'objectif de changer de braquet. Je suis arrivé il y a un peu plus d'un an avec des renforts d'effectifs à l'époque dans le cadre du plan Mayotte de mai 2018. À l'époque on a dit que c'était pas une fin en soi, mais que c'était plutôt le début d'une aventure pour Mayotte et pour la lutte contre l'immigration clandestine. Et puis on a travaillé depuis sur la base du diagnostic qu'on a pu dresser ces derniers mois. On a activé Paris qui a répondu présent, et aujourd'hui on se retrouve avec une opération baptisée Chikandra et qui nous permettra de changer de dimension, d'être plus efficace et surtout d'avoir une approche globale du dispositif. Alors concrètement, ça donne quoi sur le terrain? Est-ce qu'on a autant de Kwassa qui rentrent? Est-ce qu'on a plus de reconduites à la frontière? Qui sont aujourd'hui? On a l'impression d'avoir de plus en plus de pays étrangers qui arrivent à Mayotte. On en est où exactement? En fait, cette opération, l'objectif, c'est de taper sur tout le temps et en même temps. C'est une approche globale. J'écoutais tout à l'heure les différents échanges que vous avez pu avoir sur alors combien de reconduites, le nombre, etc., combien qui rentrent. Oui, c'est un sujet. Combien de reconduites? On a augmenté sensiblement cette année le nombre d'éloignements, d'interpellations. On est à peu près à 18 000 aujourd'hui. Il nous reste encore quelques mois d'ici la fin d'année. Pour arriver à combien? Donc, je peux pas vous le dire, mais à la limite, est-ce que c'est ça qui est important? Parce que comme vous le disiez très justement, si on arrive à 25 000, mais il y en a 40 000 qui rentrent, on a perdu. C'est un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années. On se disait, voilà, on fait 20 000 éloignements par an, et puis on a constaté qu'on a pris 50 000 habitants en 5 ans. Donc il y avait un défaut dans le dispositif. Et donc il faut taper globalement, avoir une approche globale. Il faut taper sur les filières, les démanteler. Il faut travailler sur la lutte contre le travail illégal, l'habitat illégal, l'écosystème de l'immigration clandestine. Il faut faire de la coopération. L'accord cadre qui a été signé avec les Comores le 22 juillet dernier est un très bon accord parce qu'il permet de travailler techniquement, opérationnellement, avec nos partenaires comoriens, à la fois sur l'immigration comorienne, on attend encore les résultats, mais on y travaille. Parce que là, de ce côté-là, on voit toujours autant de quoi ça arriver. Tout à fait. Pour l'instant, en tout cas, le résultat n'y est pas, mais on vient juste de commencer. Laissons le temps à cet accord de vivre et d'être mis en place. Par contre, sur l'immigration africaine, par exemple, on voit qu'il y a déjà des résultats. Moi, je le vois quasiment quotidiennement, où j'échange avec certaines forces de police comoriennes et qui refoulent des Africains. Il y a eu même des Sri Lankais qui ont été refoulés depuis les Comores, et ça, ce sont des gens en moins qui arrivent à Mayotte. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un aspect de coopération internationale technique, policier, au niveau très opérationnel, qui nous permet d'ores et déjà d'avoir les fruits de cette C'est-à-dire opération. que, pour bien comprendre, Julien, cette immigration qui arrive d'Afrique ou du Sri Lanka ou d'ailleurs, donc passe toujours par les Comores. Pas nécessairement que par les Comores, mais par des pays de transit en quelque sorte. Quand ils arrivent aux Comores, ils sont refoulés par les Comores, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à Mayotte en fait. Alors, il y en a toujours qui passent, on l'a vu hier malheureusement, il y a encore un Kwassa qui est arrivé à Bandrélé, mais la coopération internationale, c'est de travailler avec les pays d'origine et de transit pour stopper le flux. Parce qu'une fois que ces gens-là sont arrivés à Mayotte, ils demandent l'asile et on est obligé d'étudier leur demande. Donc en travaillant, c'est ce que j'ai fait avec les autorités malgaches par exemple en juillet dernier, en travaillant avec eux en disant voilà, on a un problème migratoire à Mayotte. Vous avez tout intérêt, vous aussi, à lutter contre ce problème, parce que ceux qui font venir aujourd'hui des migrants, demain ça pourra peut-être être des armes ou des pierres précieuses ou je ne sais quoi, vous avez intérêt, vous aussi, à travailler sur ce sujet. Et donc, le message est bien passé, a été reçu, et on a des premiers résultats qui sont plutôt encourageants. Alors, c'est petit pour l'instant, on commence doucement, mais à titre d'exemple, depuis ma mission à Madagascar en début du mois de juillet, sur le mois de juillet, les autorités malgaches ont refoulé une trentaine de Burundais qui sont présentés à l'aéroport et qui souhaitaient rejoindre Mayotte. Et qui voulaient venir à Mayotte. Voilà. Est-ce qu'on en sait plus sur ces fameux Sri Lankais qui sont soi-disant, arriver directement du Sri Lanka à Mayotte, sans passer par aucun autre pays? Dans France Mayotte, on avait enquêté un petit peu là-dessus, mais on n'a pas eu la version officielle. Est-ce qu'elle aboutit, cette enquête? Alors, vous savez que la majorité d'entre eux ont été reconduits vers le Sri Lanka relativement rapidement. L'enquête est toujours en cours.
On a quelques doutes sur le trajet direct depuis le Sri Lanka pour tout un tas de raisons, mais notamment logistiques, avec le bateau qu'ils ont utilisé et les vivres qui étaient à bord. On a même des preuves qu'ils ont transité par Madagascar pour certains d'entre eux. Et donc l'enquête se poursuit sur le sujet. On espère pouvoir démanteler tout ça, en sachant que c'est toujours des enquêtes qui sont compliquées, parce qu'il y a une dimension internationale de coopération avec différents réseaux qui se structurent. L'objectif, c'est pas tant à la limite de judiciariser cette filière, parce qu'on va avoir beaucoup de mal à le faire, parce que les personnes ne sont pas forcément à Mayotte, mais c'est d'envoyer le message aux suivants, c'est-à-dire à ceux qui ont comme ambition de rejoindre Mayotte, que ça va être compliqué, qu'on va tout faire pour les en empêcher. Ouais. Il y a donc de plus en plus de communautés ici à Mayotte, et on a pu se rendre compte dans l'actualité, il n'y a pas si longtemps que ça, du côté de Koungou, des affrontements entre communautés, notamment des Yéménites face à des Comoriens ou d'autres communautés encore. Il n'y a pas un risque là encore supplémentaire à cause de l'immigration d'avoir des conflits de ce type? Mais la lutte contre l'immigration clandestine, on connaît ses effets environnementaux, socio-économiques, d'habitat illégal, etc. Mais un des effets également, ce sont les troubles que ça peut entraîner, des tensions intercommunautaires qu'on a pu connaître il y a quelques années entre les Comoriens et les Mahorais. Et ces tensions, il faut absolument qu'on les mitige, qu'on essaye de lutter contre, parce que Mayotte est une terre qui appelle pour le développement, pour l'apaisement aussi, et il faut que ces communautés puissent vivre ensemble, et pour vivre ensemble, il faut qu'on puisse maîtriser ce flux migratoire. Ouais. Une question qui revient souvent sur les téléphones et par Internet également, avec au 21e siècle, on est en 2020 quasiment, avec les technologies que l'on connaît aujourd'hui, et pas forcément la NASA, il n'est pas compliqué de se rendre compte du moment où un Kwassa part d'Anjouan. On est à 60 bornes, 70 bornes. C'est assez facile aujourd'hui de savoir pourquoi on n'arrive pas à détecter tous les Kwassas qui partent d'Anjouan à destination de Mayotte et les interpeller au large. Parce qu'une fois qu'ils sont sur Terre, c'est plus compliqué. Alors vous avez raison, la question de la détection est fondamentale et centrale dans notre dispositif. C'est pour ça que dans le cadre de l'opération Shikandra, on diversifie nos moyens de détection. La question, c'est pas tant de la qualité de notre détection aujourd'hui que le fait de dépendre d'une seule technologie quasiment. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est quoi la détection? C'est effectivement les radars dont on dispose à Mayotte, que vous connaissez. C'est aussi la surveillance aérienne, ce qui est une nouvelle composante de notre dispositif, et c'est dans ça que je vous dis qu'on change de dimension, on change de braquet en quelque sorte. C'est également le renseignement humain. Il faut pouvoir s'appuyer à la fois sur les Mahorais qui sont présents dans le sud, sur les côtes, etc. Moi, je travaille avec les policiers municipaux, par exemple. Je travaille avec certains membres des collectifs qui nous disent, ben voilà, nous, on a organisé un réseau d'alerte en quelque sorte. Pourquoi pas travailler aussi avec les gardiens du littoral du conseil départemental pour avoir cette remontée d'informations qui soit quand même filtrée. On peut pas tout accueillir comme ça, parce qu'après, il y a des stratégies qui peuvent être un petit peu contre-productives. Mais en tout cas, d'aller chercher l'info là où elle se trouve et de pouvoir réagir immédiatement sur ces informations. Le bateau, le Kwassa est déjà arrivé. Alors j'allais vous dire, vous avez raison. Là, la meilleure stratégie pour agir en mer, c'est d'agir le plus loin possible. Ouais. Donc de savoir quand est-ce que ça part d'Anjouan, et puis même à la limite de stopper les flux depuis Anjouan. Ouais. Mais une fois qu'on a plusieurs couches comme ça, on a la surveillance aérienne, nos intercepteurs, les bateaux de la marine nationale qui seront prépositionnés de façon aléatoire mais régulière dans nos eaux, c'est de pouvoir travailler au plus près. Et à la limite, ok, on a loupé le Kwassa, il a réussi à passer entre les mailles du filet. Ok, on essaiera de voir comment on peut améliorer tout ça. Mais une fois qu'il a beaché, qu'il a débarqué, qu'est-ce qui nous empêche de l'attraper sur la voie du départ? D'accord. On l'a identifié, on sait que c'est lui qui a beaché sur la plage, qui a débarqué des migrants. Il repart, on l'intercepte. On l'intercepte quand il part. On saisit le bateau, on judiciarise le passeur, on le détruit le bateau, on détruit le moteur. Et là, donc, ça fait mal à la filière. Donc il n'y a plus de retour possible. Exactement. C'est l'objectif, c'est d'agir à la fois sur ce qui rentre, évidemment, c'est notre priorité, mais désormais, avec les moyens supplémentaires dont on va disposer, c'est aussi d'agir sur ceux qui partent. C'est-à-dire qu'ils ont beaché, ils repartent en se disant je vais refaire un aller-retour depuis Anjouan, et ben non, on essaie de l'attraper. On saisit le bateau, on judiciarise le passeur et on tape sur la filière. Ce qui n'empêche qu'on va avoir, on le sait déjà, en 2017, je ne dis pas de bêtises, le recensement en 2017 comptait 48% d'étrangers à Mayotte. Ce principe, il est clairement bon parce qu'il va marcher dans le temps, mais les gens rentrent quand même et sont sur Mayotte. On va avoir, sur le prochain recensement, vous avez une idée de combien d'étrangers à Mayotte ?
L'objectif, c'est d'inverser la tendance démographique. Ouais. Ça a été le diagnostic qu'on a posé. C'est-à-dire que, vous l'aurez noté, et c'est suffisamment rare pour le souligner, souvent l'État a été en mode réactif sur l'immigration clandestine. Il y a des blocages, il y a une crise à Mayotte, on met des moyens supplémentaires, on est en réaction. Depuis que je suis arrivé, et depuis la reprise des reconduites en novembre, ça a été calme à Mayotte. Il n'y a pas eu de mouvement social sur l'immigration clandestine. Pour autant, on arrive aujourd'hui avec une opération civilo-militaire, une approche globale, des moyens supplémentaires, 100 effectifs supplémentaires sur la Ligue, des moyens matériels considérables, alors que personne ne nous a rien demandé, si je puis me permettre. Vous voyez ce que je veux dire en tout cas, l'attente était importante. L'attente était importante, mais l'objectif, en fait, il a été défini en fonction du diagnostic qui a été posé. On est passé de 41% à 48% en 5 ans d'étrangers à Mayotte. Il faut inverser la tendance, et c'est ce qu'on a dit. C'est un choix politique. Est-ce que vous voulez ou non inverser la tendance? On nous a répondu oui, il faut mettre le paquet. Et donc l'opération Shikandra, c'est ça. C'est de vouloir, on se donne rendez-vous au prochain recensement et on regarde ce que ça donne. Voilà. Julien, on parle souvent de C'est quoi ça qui arrive, mais la lutte contre l'immigration clandestine s'est dotée d'un bel outil qu'on appelle le GELIC, qui, avec des fonctionnaires, que ce soit des policiers, des gendarmes, des douaniers, qui travaillent ensemble pour travailler sur le démantèlement d'un certain nombre de réseaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on commence à avoir des résultats probants sur ces réseaux? On a des résultats. Alors, la communication sur le démantèlement des filières revient au parquet, donc je ne vais pas leur griller la priorité. Mais depuis le début de l'année, on a plusieurs filières qui ont été démantelées, environ une dizaine. Le procureur a eu l'occasion de communiquer sur le sujet il y a quelques semaines de ça. Le travail est toujours en cours. Et ça, c'est un petit peu le travail de l'ombre, mais c'est le travail durable. On ne le met pas forcément en lumière parce que vous aurez bien compris que derrière tout ça, il y a des informateurs, il y a des travaux de planques, etc. pour déterminer qui fait quoi dans une filière et puis pouvoir judiciariser tout ça. Mais la réponse judiciaire est la bonne. Le travail judiciaire est important et donc c'est là-dessus qu'on agit durablement sur l'immigration clandestine. Camar, une question pour Julien Camar. On se rappelle qu'avant le départ de Dominique Sorin, il y avait eu le début de toutes ces destructions, de tous les taudis, les bangas, qu'on appelait la loi Elan, c'est ça Elan. Est-ce que ça aussi, ça fait partie, ça va continuer? Parce que c'est vrai que les gens ont commencé à, ça a commencé par le terrain Batolo, c'est parti à Ilouni, ça un peu dans Mamoudzou. Est-ce que ça va continuer? Non seulement ça va continuer, mais ça va s'accélérer. C'est l'objectif aussi dans cette approche globale, c'est de dire à la fois on lutte contre les marchands de sommeil, c'est-à-dire que ceux qui profitent de l'immigration clandestine pour louer à des clandestins des taudis, des bangas, etc. dans des bidonvilles, il faut donner le terme. Et puis on a désormais l'outil pour le faire, administratif, qui va beaucoup plus vite que la procédure judiciaire. On a déjà fait l'opération de Dembéni à Ilouni, qui nous permettait un petit peu de tester ce mécanisme, de voir si on était carré sur nos procédures, si tous les services étaient en bon ordre de marche pour que ce soit efficace. Et désormais, on va décliner ça. Alors, on va peut-être pas faire le grand soir du jour au lendemain. C'est pas des centaines de bangas d'un coup qu'on va détruire, mais grappe par grappe, d'accord, comme commune ça par fait commune. À Kahani. Exactement, de pouvoir avancer là-dessus. Et puis plus on avance et plus le message aussi va passer auprès de ceux qui en profitent. Et puis l'objectif, c'est de dire aussi aux étrangers en situation irrégulière, c'est de plus en plus compliqué de venir ici et de s'y installer. Voilà, la pression est forte avec les interpellations à terre. Pour revenir ici, on le constate, c'est de plus en plus compliqué aussi en mer. On le note notamment avec l'agressivité des passeurs, qui est beaucoup plus importante que celle l'était il y a un an. Donc ça veut dire que c'est plus compliqué, ils ont plus d'enjeux à arriver jusqu'ici. Travail illégal, plus compliqué de trouver un travail, etc. Donc, et au-delà de ça, il va y avoir la coopération internationale qui va leur permettre aussi de les encourager à s'installer ou se réinstaller aux Comores. Insertion économique, formation agricole, accompagnement de projets économiques. Alors évidemment, vous l'avez rectifié vous-même, quand on parle de banga, on ne parle pas du banga traditionnel mahorais, mais l'habitation de fortune. On a tous compris, bien évidemment. Des habitants qui s'adressent à vous et qui sont d'accord avec ce que vous dites et qui ont envie d'aller plus loin encore et de vous aider. Comment dénoncer le début de construction de bangas illégales? Rien que sur les hauteurs de Doujani, une dizaine sont en construction actuellement. Ils sont parfaitement visibles. On n'a pas de numéro. Qui appeler? Comment je dois faire? Je fais des photos régulièrement de ces constructions. J'en fais quoi? C'est une question. Alors, une bonne question. Hein. C'est une très bonne question, bien entendu. Et donc je profite de cette audience pour pouvoir y répondre.
La lutte contre l'habitat illégal, c'est une lutte collective, un effort collectif, et on ne peut pas s'appuyer uniquement sur l'État pour le faire. Oui. C'est aussi et surtout les communes, notamment via leur police municipale. Concrètement, comment ça se passe ? Vous êtes chez vous, vous rendez compte qu'à côté de chez vous, il y a un taudis, pardon du terme banga, c'est le terme générique, je m'en excuse si ça offense certains, qui est en train de se construire. Vous appelez votre maire, vous appelez la police municipale pour leur faire constater cette construction. D'accord ? Sur la base de ce constat, il y a une demande qui est faite à la préfecture pour pouvoir octroyer le concours de la force publique pour pouvoir la détruire dans le cadre de la flagrance, c'est-à-dire sans procédure administrative ou judiciaire. Il faut aller très vite. Là. Il faut aller très vite. On a quoi, 48 heures, je crois, ou 72 heures. Alors le temps n'est pas fixé. En gros, c'est de dire tant qu'il n'est pas habité, tant que c'est pas un domicile en soi, que c'est en train de se construire, vous pouvez faire agir, et on le fait relativement souvent. Il y a certaines communes avec qui ça fonctionne très bien et c'est très rapide, très agile, très efficace. Donc la solution, on appelle le maire ou la police municipale, on fait constater et la police municipale se retourne vers la préfecture, donc les services en question, pour faire détruire ces bangas. J'espère que cette personne aura cette information. Donc la même question, mais je me rends compte que c'est le terrain de mon voisin, c'est mon voisin qui a autorisé une personne en situation irrégulière à faire un petit banga sur son terrain parce que en échange de plantation de bananiers ou compagnie. Donc là, mon voisin sera aura des problèmes avec la justice parce que moi je dénonce le banga, mais que peut-être la personne en situation irrégulière va dire non, moi je suis parce que tel m'a autorisé. Alors, il y a deux sujets. Le premier que j'évoquais, c'est évidemment c'est votre terrain et vous voyez une installation illégale. Vous n'avez pas permis à cette personne de s'y installer et elle s'y installe quand même. Et donc là, on peut agir directement. S'agissant d'une personne qui, sur son propre terrain, va créer un habitat précaire, insalubre et y héberger des étrangers en situation irrégulière. C'est son propre terrain. À la limite, il fait ce qu'il veut. Sauf que ça, c'est pas légal de pouvoir héberger des gens dans des conditions insalubres et d'en demander un loyer pour y habiter. C'est une exploitation de la misère humaine. Exactement. On peut pas l'accepter. Et dans ce cas, comme pour tout délit que vous constatez dans la rue, quelqu'un qui se fait agresser, etc., c'est la police municipale, c'est la police nationale ou c'est la gendarmerie nationale qui sont à votre écoute. Dernière question concernant l'immigration clandestine. Est-ce que honnêtement, vous pensez qu'on peut arriver, avec tous les moyens qui sont donnés aujourd'hui, ces nouveaux moyens, à faire changer la tendance ? Et si oui, dans quel délai ? Moi, j'y crois foncièrement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein, évidemment. Ouais. C'est un travail de longue haleine. Mais je crois que notre dispositif est désormais suffisamment musclé pour pouvoir répondre efficacement et surtout durablement à l'immigration clandestine, à la maîtrise des flux migratoires. Et je crois qu'on est sur la bonne voie. Et j'en profite aussi pour dire que c'est pas que l'État. C'est évidemment les collectivités, ce sont les citoyens, et puis ce sont les Mahorais. Pourquoi ? Et je terminerai peut-être là-dessus. Depuis un an, la situation s'est pacifiée et on a pu bosser. Les effectifs de gendarmerie qu'on a pu mettre au service des étrangers parce qu'il fallait prévenir des troubles sociaux, par exemple, c'est des effectifs de gendarmerie qu'on ne pouvait pas mettre sur la LIC. Avec une situation pacifiée, tout le monde est mobilisé, notamment sur la LIC. On a des moyens supplémentaires qu'on dédie à ça. Et c'est parce que c'est calme aussi à Mayotte, parce que les gens sont suffisamment raisonnables et vraiment ont l'intention, et moi je le sens, d'œuvrer en même temps que l'État et la collectivité pour la lutte contre l'immigration clandestine. Il n'y a pas de barrage. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de grève bloquante, etc. Il y a toujours l'insécurité qu'on connaît. Parce qu'on le voit systématiquement. Je prends l'exemple d'IBS il y a quelques semaines de ça. On a eu blocage de la matinée. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis les policiers, les gendarmes, tout le monde était mobilisé. Et pendant ce temps-là, et quoi, ça arrive. On fait plus de LIC. C'est-à-dire qu'on fait plus d'interpellation à terre et ça se ressent directement. Donc je voulais aussi remercier les Mahorais, les Mahoraises et les Mahorais, tous ceux qui aujourd'hui contribuent directement ou indirectement à notre action et je pense que c'est important de le dire. On va suivre tout ça de très très près parce que c'est évidemment ce qui touche les habitants de Mayotte. Tout le monde ne parle que d'immigration parce que pour beaucoup en tout cas c'est le début de pas mal de problèmes, que ce soit en termes de santé, d'éducation nationale, de soins, de sécurité, tout est lié. En tout cas, merci Julien de venir régulièrement sur le plateau de Kwesi pour nous faire un point de la situation. On se reverra très très vite sur ce plateau. Merci de votre accueil. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.